3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous ce soir, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin d'être avec nous également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. D'être conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management et Gustavo Orenstein avec nous également en plateau. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche macroéconomique et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Je commence par le call du jour. Alors, je cite vos confrères de Goldman Sachs, et c'est vrai que le poids de Goldman Sachs dans la psychologie des marchés reste un poids important. Goldman Sachs annule la récession, je le disais sous forme de boutade, mais c'est quand même la réalité, puisque les prévisions initiales de Goldman Sachs prévoyaient une contraction modeste de 0,1% pour le PIB de la zone euro sur l'ensemble de l'année 2023. Désormais, cette prévision est revue en nette hausse à plus 0,6% sur l'ensemble de l'année, avec une succession de 4 trimestres positifs, et donc pas de trimestre négatif, et encore moins 2 trimestres consécutifs négatifs qui aurait pu dessiner une récession technique. Tout ça pour dire, Gustavo, encore une fois, je suis frappé de là d'où on vient et là où on est aujourd'hui en termes de situation macroéconomique pour l'Europe. Non seulement la crise énergétique n'a pas généré le chaos économique qu'on pouvait redouter légitimement il y a encore quelques mois pour cet hiver, mais peut-être même que l'hiver prochain est déjà en partie préservé grâce au niveau de stock qu'on a pu continuer de faire augmenter à travers ce début d'hiver particulièrement doux, au point que, voilà, certaines banques en font le pari, il n'y aura même pas de récession modérée cette année en zone euro. Oui, effectivement, c'est un débat intéressant, mais ce n'est pas un débat qui a commencé aujourd'hui. En fait, dès le lendemain du choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la hausse des prix de l'énergie, de la question du gaz s'est tout de suite posée. Il y avait déjà à ce moment-là des débats entre économistes, et il y a un papier notamment, je crois, qui émanait du Conseil d'analyse économique, qui avait sorti des prévisions justement d'effets en cas de suppression totale du gaz russe, qui montrait finalement, alors c'était quand même une contraction me semble-t-il, mais était extrêmement légère. Il y avait beaucoup de débats parce que des économistes allemands qui faisaient le même exercice mettaient un effondrement complètement du PIB. Moins 5, moins 7. Je me souviens très bien de ce genre de scénario du pire en Allemagne qu'on avait en tête. La différence entre les deux, c'était pas qu'ils avaient prévu qu'il allait faire beau temps, c'est simplement l'élasticité de l'activité par rapport à la fourniture de gaz. Et simplement, évidemment, si on fixe une élasticité de 1, je dis absolument n'importe quoi, forcément, si vous faites 1, vous faites une baisse de 40% du gaz, ça fait 40% de baisse du PIB. Ça, évidemment, on sent bien que c'est complètement absurde. Il y a des effets de substitution, on peut trouver du gaz ailleurs, on peut produire de l'énergie avec autre chose que du gaz. Et c'est vraiment autour de cette capacité d'adaptation du système productif européen que je pense que c'est fait l'enjeu. Et justement, ce papier du CAE mentionnait des effets beaucoup plus petits parce qu'il y avait des effets de substitution importants dans l'économie. Bon, je pense simplement que la réalité, c'est que le papier du CAE a été beaucoup plus juste que celui des économistes allemands. Et voilà, il y a une résilience forte, une capacité d'adaptation dans l'économie, surtout des économies riches. Et développé comme en Europe, et ce qui a permis finalement d'absorber ce choc. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, ce qui ne veut pas dire que l'Europe va bien. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas non plus ce que dirait Goldman Sachs. C'est simplement que le pire des scénarios n'étant pas là, forcément c'est positif. Cette histoire de dérivée seconde est très importante évidemment, et notamment sur les marchés financiers. C'est un point intéressant, mais si ce papier du Conseil d'analyse économique a vu juste, c'est pas parce qu'il avait prédit la douceur de la météo au cours de ce début d'hiver. Il y a ce facteur supplémentaire qui est un facteur chance, on peut le dire comme ça, ou malchance d'ailleurs, du point de vue du dérèglement climatique, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un facteur positif de ce point de vue-là, mais c'est pas le seul facteur qui explique qu'on arrive à surmonter cette crise énergétique, que les entreprises et les industries arrivent à surmonter cette crise énergétique aujourd'hui, Gustavo. Non, tout à fait. Il y a eu plusieurs choses. Bon, l'adaptation, par exemple, les terminaux de gaz liquide, là, je me souviens au moment où tout ça, il n'y en avait pas en Allemagne. Et donc, au départ, les spécialistes disaient qu'il faudrait 3-4 ans pour en fabriquer un. Bon, il semblerait qu'ils en ont fait 2 en l'espace de quelques mois. Et donc, on admirait les Chinois qui étaient capables de faire des hôpitaux en une semaine, on était capable de faire des terminaux LNG en quelques mois. Donc ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, et donc l'adaptation était beaucoup plus rapide. Ceci étant, cet été, il y a quand même eu un rush énorme, vraiment une lutte énorme, et ça s'est vu sur les marchés, une lutte énorme pour importer le plus possible de gaz liquéfié sur les marchés internationaux, ce qui explique la forte hausse de cours de cette matière première. Et en même temps, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, les stocks sont pleins.
Si le risque énergétique, qui était encore une fois il y a quelques mois le principal risque économique pour la zone euro, est un risque qui s'est considérablement atténué, comme tout le monde le constate aujourd'hui, Gustavo, quel est alors le principal risque économique pour la zone euro en 2023 ? Parce que je ne veux évidemment pas laisser croire qu'on est parti sur un chemin facile pour autant. Non, ça reste un chemin difficile parce que les prix effectivement d'énergie ont quand même monté et vont continuer d'augmenter. Dans beaucoup de pays, la France est l'exemple, beaucoup de pays européens, mais les boucliers tarifaires vont plutôt se réduire. Donc il va bien y avoir des hausses de prix et donc ça, il va falloir les absorber. Donc forcément, ça va avoir un coût, mais qui reste simplement gérable. Mais je dirais le côté sombre de cette histoire, c'est que ce qui empêchait quelque part jusque-là, ou ce qui a un peu retardé la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, c'est justement le fait qu'il y avait des risques de récession, qu'il y avait une peur très forte d'un choc très violent sur la croissance. Bon, si ce choc s'éloigne, ça libère beaucoup plus évidemment la Banque Centrale Européenne pour continuer à monter ses taux d'intérêt. Or, elle est assez en retard quand même par rapport aux autres banques centrales, par rapport à la Réserve fédérale américaine et même par rapport au niveau d'inflation tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, forcément, on a devant nous ces hausses de taux. Je ne pense pas qu'elles soient dramatiques, mais en tout cas, elles sont plus élevées, plus importantes que ce qui était anticipé jusque-là. Et ça représente un risque de coût économique pour la zone euro à un certain stade. À un certain stade, mais encore une fois, je pense qu'on en est loin. Aujourd'hui, ce qui est attendu, ce sont des taux qui monteraient à 3, 3,5 dans la zone euro. Ça reste des taux d'intérêt relativement faibles. Alors, évidemment, ce qui est choquant, c'est qu'on s'était habitué à des taux très très bas pendant très très longtemps. Mais dans le fond, tout ça, c'est plutôt une histoire psychologique d'habitude. Mais dans le fond, des taux à 3, 3,5, c'est pas non plus extrêmement élevé. Enfin, c'est pas quelque chose qui empêche l'économie européenne de fonctionner. Frédéric, est-ce qu'on a envie de capitaliser sur l'idée défendue aujourd'hui par Goldman Sachs, mais par d'autres également, l'idée qu'il n'y aura peut-être pas de récession cette année en zone euro ? Alors nous sommes sur une croissance légèrement positive, 0,2% pour l'année en Europe, mais une récession entre ce trimestre que nous vivons aujourd'hui et le trimestre prochain. Donc nos prévisions sont, sans bouger, sont encadrées en fait par les prévisions de Goldman Sachs d'hier et d'aujourd'hui. Alors, pourquoi une récession aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même eu une inflation extrêmement forte qui a pénalisé le pouvoir d'achat. Et on voit la consommation, les ventes de détail réelles qui, en Europe, se portent pas très bien. Alors, elles se portent un peu mieux que la confiance qui est vraiment au fond du trou, mais enfin, ça a quand même tendance à baisser. C'est pas très bon. Et puis, par ailleurs, la hausse des taux fait que les indicateurs immobiliers sont quand même assez mauvais en Europe. Aujourd'hui, les indicateurs avancés de la construction sont très, très médiocres. Donc, tout ça plaide plutôt pour une croissance zéro ou négative en Europe. Après, ça remonte après pour nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a évité le pire. C'est-à-dire, l'hiver est extrêmement doux, on a reconstitué des stocks, notamment, et cette reconstitution des stocks n'a pas pesé et ne pèsera pas en totalité sur l'économie parce qu'on a fait de la dette. On a acheté une partie, je dirais, à crédit, donc ça va être répercuté progressivement, mais je dirais avec intelligence. Donc ça va permettre à l'économie européenne de repartir doucement. Donc oui, une récession assez probable maintenant, et puis une croissance qui va repartir. Alors maintenant, que doit regarder le marché ? Que doit regarder la BCE ? Nous, ce qu'on pense, c'est que l'inflation va baisser assez rapidement. On est sur une inflation décembre en 2023 à peine supérieure à 2%. Donc voilà, parce que l'Europe n'a pas une nature inflationniste, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que l'inflation a du mal à s'installer en Europe, et puis on aura quand même une croissance économique extrêmement médiocre. Donc tout ça va baisser, puis en plus, avec la stabilisation des prix de l'énergie, même la baisse, on aura des effets de base qui vont être absolument énormes. Donc la BCE, va. Est-ce que l'inflation baissera suffisamment vite pour prévenir, de nouvelles surprises au quiche du côté de la Banque Centrale Européenne, partant du dernier discours du mois de décembre qui a déjà quand même choqué et recalé très nettement les anticipations? Moi, je pense qu'il y a la communication des banques centrales et celle-là, c'est-à-dire qu'elles veulent donner confiance au marché, que l'inflation va baisser, mais finalement, elle veut le faire probablement en montant le moins possible ses taux. Donc, plus elle a l'air d'être en maîtrise de l'inflation en disant, comme la Fed, nous, on va monter nos taux, on va les garder longtemps, haut, etc.,
plus le marché et les économies vont avoir confiance que l'inflation va s'ancrer autour de 2%, et plus ça va le faire. Donc, et moins elle aura besoin de monter ses taux. Donc je pense qu'on est dans une communication aujourd'hui des banques centrales qui veulent bien montrer d'abord qu'elles se rachètent un petit peu. Elles sont un peu trompées, comme nous d'ailleurs, sur la persistance de l'inflation qui a été un peu moins temporaire que ce qui a été anticipé. Donc ils doivent se racheter un petit peu et regagner un peu de confiance. Mais au fond, quand ils vont voir que l'inflation baisse drastiquement, qu'elle est vraiment sur une tendance mois après mois, chaque mois on baisse, et que l'économie est quand même un petit peu flageolante, parce que voilà, 0,2% de croissance en Europe, 0,5% nous aux États-Unis, c'est quand même pas une zone de confort. Voilà, ils vont prendre la réalité et se dire l'inflation baisse, c'est derrière nous. En revanche, la croissance commence à être fragile. Donc voilà, pour nous, la BCE ne devrait pas monter ses taux très très haut, peut-être un peu moins haut que ce qui est prévu aujourd'hui. Il y aura du quantitative easing parce qu'il faut bien... Tightening. Tightening, pardonnez-moi, parce qu'il faut bien quand même racheter. Je sais, ça marque. Voilà. C'est là. Oui, je ne voudrais pas te dire le contraire de ce que je pense. Mais... Certains imaginent que le QI sera relancé à un moment ou à un certain stade. Si l'Italie commence à montrer un peu de fragilité, c'est pas possible. Mais donc voilà. Mais dans l'ensemble, des banques centrales, qui sont quand même, c'est plus 2022, c'est vraiment 2023. On change de monde. On a une inflation qui montait, des banques centrales en panique. On a une inflation qui baisse, des banques centrales qui reprennent confiance. C'est un monde qui est totalement différent. Bon. En attendant, il y a quand même cette ambiance un peu Goldilocks du point de vue des marchés. Bertrand, alors je ne parle pas des niveaux d'inflation ou de croissance. On comprend que la croissance, même s'il n'y a pas de récession, ce ne sera pas un boom économique cette année pour la zone euro. Mais la dynamique de baisse, de réduction des pressions inflationnistes couplée à la dynamique de révision à la hausse quand même sur la croissance, partant de niveaux de pessimisme extrêmement prononcés, ça donne un environnement... Une soupe idéale pour les investisseurs et les marchés. Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop salé, ni trop fade. Alors, je vais me permettre de revenir sur un élément que, effectivement, nous, on ne partage pas forcément. On pense que l'inflation aux États-Unis, alors je raisonne aux États-Unis, va se stabiliser donc autour de 3-4%. Et donc, quand on regarde la tendance longue sur 50 ans, c'est quand même d'avoir des taux réels autour de 2%. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un 10 ans américain qui va monter à 5 ou 6. Donc, ce n'est pas terminé. Donc, je ne vois pas dans cette perspective-là comment, effectivement, on pourrait se réjouir encore. Donc je pense qu'on a fait une partie importante du chemin, mais que ce chemin n'est pas terminé et que se réjouir aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu embryonnaire. L'autre élément micro qui se rajoute là-dessus... c'est juste sur l'inflation quand même, c'est un point clé, parce que là, on est dans la dynamique de désinflation, de baisse de l'inflation, de ralentissement du rythme d'inflation. On a fait un niveau de prix qui est élevé, on va monter plus lentement. Mais vous considérez qu'il y aura finalement un peu ce moment type années 70 que tout le monde redoute, où l'inflation pourra repartir à la hausse à un moment. Voilà, nous, on est quand même en train de souligner le risque d'un scénario de stagflation. Effectivement, avec une tension, notamment encore une fois aux États-Unis, en Europe, on sait que la situation est un peu différente, mais le marché directeur reste le marché américain. Donc aux États-Unis, on a quand même cette pression, on l'a vu sur les statistiques encore de vendredi, il y a eu encore plus de création d'emplois que prévu, donc il y a une tension sur le marché du travail qui est là. Pour nous, les tensions sur l'énergie vont être persistantes, et aujourd'hui, en fait, je ne sais pas s'il faut se réjouir en Europe du fait que l'industrie allemande consomme 20 à 30% de moins de gaz parce que la demande qui lui est adressée est un peu plus faible, mais effectivement elle n'est pas à moins 20, moins 30, mais ils satisfont cette demande non pas avec leurs usines européennes mais avec leurs usines américaines. Faut-il s'en réjouir ? Je ne sais pas. Quand on parle aux grands dirigeants des grandes sociétés industrielles allemandes, ils sont embarqués dans un investissement à 5 ans pour augmenter drastiquement leur capacité aux US, où ils considèrent que le prix de l'énergie non seulement sera faible mais en plus sera peu volatile. Et donc, c'est vrai qu'on va avoir, malheureusement, je pense, et c'est un scénario sans doute pessimiste, mais c'est notre scénario, une nouvelle phase de désindustrialisation de l'Europe qui va faire que ça va être un peu compliqué, quand même. Bon. Oui, j'entends. Voilà. Donc après, encore une fois, voilà. L'énergie, pour nous, on n'est pas sorti du gué, puisque effectivement, on a surstocké, donc tant mieux. Encore une fois, la demande de l'industrie allemande en particulier a été plus faible parce qu'ils produisent ailleurs. Maintenant, là aussi, on fait un effet de base.
Voilà. Oui. Donc voilà, on fait des bases à la hausse, à la baisse. Donc bon, à surveiller. D'autre part, la transition énergétique accélérée est extrêmement inflationniste. On voit qu'aujourd'hui, le prix de certaines commodités a baissé, mais uniquement parce qu'il y a des anticipations de récession. Donc je rentre effectivement dans le scénario que vous décrivez, qui est le fait que la récession ne va pas avoir lieu, ou en tout cas uniquement du premier semestre, et derrière on repart. À partir de là, vous avez le prix des matières premières qui va exploser, puisque c'est la seule raison pour laquelle ça baisse. Vous avez la Chine qui repart, qui est très intense en matières premières, vous avez cette transition énergétique, et la seule raison pour laquelle on a du cuivre, du nickel ou de l'aluminium à ces prix-là, on baisse de 10, 15, 20% par rapport au plus haut, c'est parce qu'on craint la récession. Donc si elle n'arrive pas, ça repart. Donc si ça repart, c'est inflationniste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc bon, je suis désolé. Non, mais vous êtes du diable, mais voilà. Donc effectivement, on dit qu'on n'a pas forcément un scénario extrêmement pessimiste après par rapport au marché, puisque quand on regarde les multiples, alors pour le coup, on a une dispersion de multiples qui est extrêmement forte d'un point de vue géographique, puisque aux US, on est à 17 fois, ce qui est plutôt le haut de la fourchette historique. Donc attention aux US, tout le monde s'est repositionné aux US en disant on est défensif, on achète du dollar, des actions américaines, etc. Bon, peut-être que dans un environnement, encore une fois, si on le décrit un peu moins tendu, pas de récession, etc., il y aura une réallocation vers des zones plus risquées. Et à côté de ça, on a, quand on regarde les chiffres, le Royaume-Uni à 10 fois, c'est largement en dessous du range historique, qui était plutôt à 12-14 fois. Le Japon aussi, également à 12 fois, était monté jusqu'à 18 fois. Et on a l'Europe qui est à 12 fois. 12 fois, c'est un plus bas, effectivement, par rapport à 12, 14, 15 qu'on a eu. C'est pas non plus extrême comme le UK, encore une fois, et le Japon, mais c'est faible. Donc on a ces zones-là qui sont intéressantes. Mais les US, qui de notre point de vue, paraissent relativement chères. Donc là encore, il va y avoir une certaine allocation sans doute, avec un retour vers des zones un peu plus risquées que les États-Unis. Et vous imaginez que pour les investisseurs globaux, effectivement, aujourd'hui, sortir de la zone dollar, sortir des États-Unis, en partie, bien sûr, pour se redéployer sur d'autres zones d'investissement géographiques, l'Europe notamment, oui, c'est un moment propice aujourd'hui. Oui, et puis je n'ai pas cité non plus la Chine, mais quand on voit la Chine, il y a eu déjà il y a un rebalancement qui est en cours, qui a été assez violent sur quelques séances, mais on voit bien que même après ce rebond, les valorisations des actions chinoises restent extrêmement basses, en particulier les actions domestiques chinoises sont extrêmement faibles en termes de multiples. On est à 6-7 fois. C'est complètement dingue. Donc, à partir de là, alors sans penser que la Chine va croître au taux de croissance qu'ils ont eu des profits des 10 ou 15 dernières années, mais ça reste quand même extrêmement faible. Et donc, il y a ces zones-là, et il faut comparer ça avec 17 fois aux US. Alors, OK, aux US, c'est effectivement flight to quality, donc on paye un peu la sécurité, mais je pense qu'aujourd'hui, un peu l'élastique, il est tendu. Et on va sans doute aller chercher un peu plus de risques, notamment si on croit, ce qui n'est pas forcément encore une fois notre scénario, à une nouvelle phase de hausse du marché au-delà des 7% ou 6% ce soir avec la correction du marché qu'on a eu depuis le début de l'année. Ouais, je comprends. Non, mais ça veut dire que même simplement quitter le scénario du pire pour une économie comme l'économie européenne, oui, ça change la donne aussi pour des investisseurs globaux et internationaux, avec un renversement quand même qu'on peut imaginer des flux d'investissement qui pourraient revenir en partie quand même sur l'Europe. Qui pourraient revenir sur l'Europe. En plus, l'Europe est une zone qui est value. On sait que la value, encore une fois, même si les taux, imaginons, ce n'est pas notre scénario, puisqu'on pense que les taux, vous l'avez compris, vont continuer à monter, mais les taux longs, mais même si les taux longs s'arrêtaient et se stabilisaient aux US, imaginons à 4%, ce serait quand même encore, il y aurait suffisamment, de notre point de vue, de fuel pour continuer à ce rebalancement vers la value. Je rappellerai que la value, quand on regarde sur les longues périodes, parce que j'ai amené le graphique, parce que c'est quand même édifiant, ça surperforme. Donc il y a eu effectivement une phase. Le problème, c'est les 10 ans. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est les 10 ans 2008-2020. Exactement, où on a eu un effondrement total. Mais en 2008, depuis 75, donc 75-2008, avec une base 100 en 75, la value était à 180. 80% de surperformance par rapport à la croissance. Et ensuite, effectivement, à l'issue de 2021, on était tombé à 70, 180, 70. Et là, on est remonté à 90. Donc voilà, chacun après regarde un peu, croit au retour à la moyenne ou pas, en fonction de l'environnement et des attentes en termes d'inflation et de taux long. Voilà, nous on pense que ce rebalancement, on a fait la première étape et il y a sans doute une deuxième jambe
qui peut être encore plus violente que la première, hein, parce que la repondération des portefeuilles, elle a été quand même à la marge vers la value, largement à la marge, hein, notamment parce que les financières, les gens craignaient en se disant, oh là là, si on va en une récession, on va avoir les créances douteuses qui vont exploser, donc on ne joue pas les financières pour cette raison-là, mais encore une fois, si on est dans ce scénario Goldilocks, c'est super, à partir de là, il faut acheter des banques, mais like crazy, comme on dit. Hein. Ouais. Donc, voilà. Bon, sur le plan des marchés, de la dynamique de marché, alors le début d'année est assez spectaculaire, effectivement, Gustavo, mais moi je le vois comme une poursuite, ou en tout cas une réactivation de ce qu'on a déjà observé en fin d'année dernière. Le mois d'octobre a été un mois de redémarrage pour les actions européennes, le mois de novembre, le mois du redémarrage des actions chinoises. Ces deux grands marchés laissant sur place les marchés américains, ce qu'on continue d'observer sur le début de cette année 2023. Oui, il ne faut pas oublier que si dans la longue durée, forcément, ce qui fait les marchés, c'est bien les résultats des entreprises, les mouvements de court terme, c'est la prime de risque. Les mouvements les plus importants, les plus rapides, c'est la prime de risque. Et donc, ce qu'on observe en Europe, c'est ce mouvement de baisse de la prime de risque. On a été vraiment très, très, très loin dans le scénario noir. On se rappelle que l'IFO, à un moment, peut-être en octobre ou novembre, était arrivé à même passé en dessous de son niveau de 2008. Une énorme crise financière donc c'est vraiment un niveau de terreur complet. Et donc simplement, c'est pas que c'est extraordinaire, mais si ça va moins mal, eh bien, la décompression de la prime de risque, ça a un effet très, très fort. Et c'est exactement ce qu'on observe. Et d'ailleurs, les banques aussi sont dans ce même type de mouvement. Si on veut jouer la prime de risque européenne, les banques, c'est typiquement un endroit qui va en bénéficier. Et c'est pour cette même raison de décompression d'ailleurs des primes de risque qu'on a l'impression que les taux allemands notamment sont beaucoup trop chers, enfin trop bas, et que donc ils vont avoir plutôt tendance à remonter. C'est le même mouvement, c'est une décompression de la prime de risque. On n'a pas encore finalement vu tellement que ça dans l'euro, c'est plutôt le dollar qui a baissé en règle générale, mais on pourrait avoir, si ça continue comme ça, si ça se confirme, effectivement l'euro qui monterait versus d'autres devises. On va voir versus le franc suisse, peut-être, ou d'autres. Donc cette dynamique-là, c'est vraiment une dynamique de la prime de risque. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, la question est un peu différente. Il y a pas mal d'hétérogénéité sur les marchés. Donc là, aux États-Unis, c'est une histoire plutôt de pivot. C'est effectivement l'histoire de la Réserve fédérale. On a eu très très peur l'année dernière d'une Fed qui irait tout casser. Bon, est-ce que la Fed va tout casser avec une inflation à 3,5, mettons ? Je souscris, l'inflation va se stabiliser à 3, 3,5. Bon, est-ce qu'à 3,5, la Fed a un mandat pour créer une énorme récession ? Non. Oui, à 20, Volcker avait peut-être le mandat. À 3,5, c'est pas évident de dire je vais tout casser. Oui, je vais aller à 5, 5,5, je ne vais pas me battre avec Jamie Dimon, peut-être. Mais on ne va pas à 7. Enfin, je vois pas ça n'a pas de sens quand on a une inflation qui est déjà à 3, 3,5, même 4. Donc, quand on aura ramené de 9 à 3 l'inflation, vous dites le coût de ramener l'inflation à 2... Quand elle est déjà revenue à 3, vous dites c'est un coût qui sera vraiment à discuter. Qu'il y a une énorme récession, mais 4 points, tout ça pour faire baisser à 2, de 3,5 à 2. Ouais. Franchement, je trouve que ça va être extrêmement délicat à expliquer. Donc, alors je ne dis pas que la Fed va changer. Alors, certains économistes, d'ailleurs, suggèrent que la Fed change simplement disent dorénavant, on va viser 3, puis c'est réglé. Mais il n'a même pas besoin de faire ça. Je pense que la Fed peut juste ne rien dire du tout et continuer comme ça en disant on continue, on regarde, mais sans justifier quoi que ce soit. Ça reste plus ou moins dans ces eaux-là. Naturellement, l'inflation a eu tendance plutôt à baisser. On ne peut pas dire non plus que les anticipations d'inflation aient beaucoup explosé. Alors, sur les marchés, c'est clair que non. Ce qui pose d'ailleurs des questions de valorisation des obligations. Mais ça a été mentionné, je suis complètement d'accord. Les obligations aujourd'hui, le marché obligataire anticipe déjà tout ça. Donc, il n'y a pas grand-chose forcément à gagner. Le seul intérêt des marchés obligataires, c'est s'il y a effectivement une récession très forte. Même pas une petite, une forte, vraiment. Ou crise financière, ou n'importe quoi. Là, OK, on achète des taux, notamment des taux américains. Mais sinon, pas énorme valeur là-dedans, surtout que le monétaire paye déjà beaucoup, donc c'est pas la peine de s'énerver, je pense, aux États-Unis. Mais sur les actions, l'histoire de la prime de risque, c'est l'Europe. Aux États-Unis, il n'y a pas ça, je suis d'accord, il n'y a pas ça. Il y a simplement le fait qu'on se détend sur la politique monétaire. C'est la seule chose qu'on peut espérer, je dirais, aux États-Unis. Et puis en Asie, alors là, c'est la prime de risque. Alors la Chine, c'est que de la prime de risque, bien évidemment. 6 de PE, c'est pas une histoire de croissance fondamentale. Ce qui se passe en Chine, c'est que c'était devenu complètement ininvestissable. On s'était dit que demain,
Le gouvernement américain allait juste interdire d'investir dans les entreprises chinoises. Bon, c'est pas ce qui se passe pour l'instant. Donc effectivement, la prime de risque, là, ça fait beaucoup de vitesse et c'est ça qui fait des mouvements très, très importants. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on s'attend à une croissance très forte en Chine. D'ailleurs, cette croissance très forte en Chine n'est pas désirable pour ce qui a été mentionné, c'est que s'il y avait une croissance très forte en Chine, ça en est fini de la baisse des matières premières. Oui. Voilà. Et ce mouvement de décompression de primes de risque en Europe, exacerbé en Asie et en Chine, c'est une histoire qui a encore de la place, là, selon vous, sur le plan de la dynamique de marché? Oui. Alors, il y a des jours sans. Évidemment, faut pas. Ça serait absurde de dire le contraire. Les 51 prochaines semaines ne seront pas comme la première de 2023. Non. Mais non, je crois que globalement, il y a de la place, effectivement, pour une poursuite de la décompression de la prime de risque en Europe et en Asie. Tant que, évidemment, aux États-Unis, ça devient pas non plus, ça poserait pas un problème. Il faut que le marché américain, s'il ne fait pas grand-chose, c'est pas grave. S'il baisse, là, ça va commencer à poser un problème. Bon. Sur le plan de l'investissement, effectivement, Frédéric, et puis peut-être commentaire sur ce début d'année tonitruant pour les actions européennes et chinoises également. On est plus optimiste sur l'inflation. On ne voit pas une inflation se stabiliser à 3%. On la voit continuer de descendre, revenir sur les niveaux antérieurs. Pour nous, l'épisode inflationniste qu'on a vécu, c'est un épisode Covid avec des politiques monétaires et budgétaires ultra accommodantes au moment où l'Asie fermait. C'est derrière nous, donc pour nous, on va revenir sur des inflations faibles. Alors oui, il y a l'argument de déglobalisation. On revient à la normale. Mais voilà, la globalisation avait déjà bien ralenti avant. Voilà, ça n'avait pas été très créateur d'inflation. Il y a la transition énergétique. Pour nous, ça reste quand même à prouver tout ça. N'oubliez pas aussi qu'il y a, même s'il y a une stabilisation aujourd'hui de la globalisation dans les échanges commerciaux, dans les investissements, qui reste quand même plutôt vers l'offshoring. Enfin, c'est vrai que ça s'est beaucoup calmé. On peut assister aussi avec les nouvelles façons de travailler à une globalisation des services. N'oublions pas aussi que toutes les plateformes digitales auxquelles on s'est habitué permettront finalement, si on peut travailler à la maison, avec un employé qui habite à 10 km de la Défense, n'a pas besoin d'aller au boulot, pourquoi pas 100, pourquoi pas 200, pourquoi pas 5000 km si la personne parle correctement l'anglais, par exemple. Donc, on peut assister aussi à toujours quand même à une pression des inflationnistes, ce qui fait que pour nous, à court terme en tout cas, l'inflation baisse, il y a une confiance dans des banques centrales, et donc on est plutôt positif sur les marchés obligataires américains. Donc, on va aimer les valeurs de croissance. Donc, vraiment, position. C'est cohérent, non, mais c'est... Avec Fidelity. Voilà, les valeurs de croissance ont été survalorisées l'année dernière. Les taux ont fortement remonté, elles ont souffert. Aujourd'hui, on est sur des valorisations qui, pour nous, sont devenues normales. Elles ne sont pas chères après cette chute stratosphérique. C'est seulement qu'elles partaient de très haut. Mais voilà, les taux rebaissent et on peut regarder la croissance. Et il y a vraiment des très, très belles valeurs de croissance auxquelles on peut s'intéresser, que ce soit dans la santé, dans les technologies, dans les énergies propres. Donc voilà. Et puis, je dirais qu'Europe, États-Unis, on a eu l'expansion des multiples, le retour de la confiance. Maintenant, on va voir les bénéfices. Et dans une période de croissance où en Europe, on part d'une croissance supérieure à 3%, probablement en 2022, pour avoisiner les 0, allez, même 0,6%, je vous l'accorde, en 2023, c'est une chute des bénéfices. Et donc ça, pour nous, c'est pas encore pris en compte par le marché. Donc nous, on va plutôt se tourner vers les actions chinoises sur lesquelles on est positif à 5 ans, positif à 1 an, positif à 3 mois. La Chine est en train de réouvrir. Alors évidemment, l'épidémie est en train de se propager à grande vitesse. Mais même si c'est un coût humain, évidemment, à déplorer, population plutôt âgée, peu et mal vaccinée, un système de santé, des hôpitaux qui ont beaucoup progressé ces 10 dernières années ou 15 dernières années, mais enfin, on n'est pas au niveau là de l'Europe et des États-Unis, donc ça va avoir un coût humain important. Mais je dirais, plus l'épidémie se propage rapidement, plus l'immunité sera acquise rapidement et plus rapidement l'économie chinoise pourra repartir. On a vu déjà quelques statistiques. Alors c'est vraiment des statistiques un peu fragiles de reprise, par exemple, du trafic dans le métro des grandes villes chinoises après une chute. Peut-être la peur, tout simplement, d'être contaminé. C'est en train de reprendre. On va avoir probablement une explosion de cette épidémie au moment de la nouvelle année, vers la fin du mois de février. Et pour nous, derrière, ça y est, l'économie chinoise est en train de rouvrir. C'est vraiment un événement majeur. C'est peut-être aussi ce qui explique en partie quand même la remontée des marchés actions, et pas seulement asiatiques. C'est en train de rouvrir. L'Europe peut en bénéficier, j'imagine, quand même. L'économie européenne, voilà, il y a des valeurs du luxe qui vont être contentes quand même que le consommateur chinois puisse sortir de chez
chez lui et se remettre à consommer. On a en plus des autorités réglementaires qui s'assouplissent. Il y a eu, par exemple, sur les plateformes de jeux, il y a eu beaucoup d'autorisations de licences. Donc, même Li Keqiang, donc le Premier ministre sortant, a dit que finalement l'économie de plateforme apportait du positif à l'économie chinoise, magnifique. Et puis, voilà, selon des sources bien informées, et c'est donc là, en général, c'est très probable, parce que là, quand ça paraît dans certains journaux, voilà, on sait que on n'est pas très loin de la vérité. Eh bien, les fameuses lignes rouges que ne doivent pas traverser les promoteurs en cas d'endettement, ils étaient bien loin en plus déjà, pour être relaxés. En tout cas, ils pourront avoir plus de temps. Donc, du coup, ça donne de l'air au financement des promoteurs immobiliers qui peuvent promettre de nouveau aux ménages d'aller jusqu'au bout du chantier. C'est intéressant, mais là aussi, renversement de situation, encore une fois, y compris post-20e congrès du Parti communiste en octobre dernier, la conclusion pour beaucoup, c'était l'économie est reléguée au second plan, c'est fini, il n'y a plus que le politique, c'est de l'autoritarisme politique, la vision politique de ce que doit être la société chinoise, il n'y a plus que ça qui compte. Bon. Quand même des forces de rappel. Oui, alors, je pense qu'on n'a pas tort en ce point de vue, c'est qu'effectivement, c'est un gouvernement politique. Oui. Voilà, c'est la politique qui prime d'ailleurs partout, la politique prime, mais je dirais là d'une façon plus autoritaire. Et néanmoins, la politique a besoin de l'économie. Et à un moment donné, quand l'économie chinoise commence à descendre en dessous de 3% et s'approcher peut-être de 2%, enfin nous on est plutôt à 3% cette année, c'est l'équivalent d'une récession profonde, il faut faire quelque chose. Et donc le gouvernement chinois fait quelque chose. On n'est pas en train de dire que ça y est, voilà, il y a un retournement complet des principes politiques en Chine. On dit seulement que l'année 2023 est probablement pour le gouvernement chinois une année où ils doivent remettre en ordre leur économie, la refaire marcher. Et c'est ce qu'ils ils ont déjà commencé en train de faire. Et ça, les marchés actions vont en bénéficier largement, d'autant que, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, ils ne sont pas encore très très chers. Ils sont même plutôt bon marché. Je reviens sur ce match value-croissance, mais c'est le marché est fait effectivement de positions différentes. On a quand même le sentiment, il y a à la fois le de-rating des grandes valeurs de croissance américaines qui peut offrir des opportunités chez certains. Dans le même temps, il y a quand même un début de repositionnement des investisseurs globaux sur des secteurs plus value, ne serait-ce que l'énergie. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est quand même pour ceux qui le pouvaient, des secteurs qui ont été repondérés largement par rapport aux années précédentes. Est-ce que le match est plus équilibré quand même de ce point de vue-là aujourd'hui Alors, encore une fois, c'est une question de perspective. Quand on regarde avant la phase de baisse du pétrole quasiment continue depuis 2014, le pétrole représentait dans les S&P quasiment 18%. Ouais. On est descendu au plus bas à 5%. Aujourd'hui, on est à 6,5%. Donc effectivement, après, est-ce qu'on va remonter à 18 ? Sans doute pas, mais est-ce qu'on peut continuer à remonter ? Oui. Et donc je ne pense pas que les investisseurs aient massivement rebalancé leur portefeuille vers de l'énergie, et en particulier du fait du biais ESG de beaucoup de fonds aujourd'hui, qui excluent encore, ce qui n'est pas notre philosophie, puisque nous on est dans une philosophie d'engagement, mais beaucoup sont dans une philosophie d'exclusion, en disant le pétrole fait partie de un certain nombre de secteurs. Je ne peux pas l'afficher dans mes stratégies. Voilà. Donc ça, effectivement, ça a limité. Bon, je pense que ça va sauter à un moment donné, puisqu'on se rend compte que les acteurs qui investissent le plus dans la transition énergétique, ce sont justement ces pétroliers et gaziers, et qu'aujourd'hui, les actifs qu'ils détiennent dans ces secteurs-là, je prends l'exemple d'Equinor, qui est le plus en avance, donc le pétrolier norvégien, il a déjà 25%, donc un quart de sa base d'actifs qui est dans le renouvelable. Donc à un moment donné, le marché aussi va se dire, et les investisseurs, on va peut-être les regarder maintenant parce qu'ils deviennent investisseurs. Le statut de ces entreprises change quand même. Et donc là, effectivement, on peut avoir un double effet qui se coule. C'est-à-dire que cette rotation value qui aujourd'hui certaines personnes s'interdisent de faire parce que beaucoup, et là je prends cet exemple-là, mais il y a beaucoup de financières aussi qui, pour certains, sont ininvestissables, pour différentes raisons de scandales passés, etc. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, ces barrières vont être levées, au moins partiellement, et on va avoir ce rattrapage mécanique qui va être assez violent sur des secteurs qui restent, les financières c'est pareil, on reste encore sur des plus bas historiques de pondération, sur les banques en particulier, et il y a un rattrapage, les matières premières c'est pareil, donc nous on joue ce rattrapage-là, qui peut être plus ou moins violent en fonction de ce qu'on vient de décrire, mais qui de facto devra se faire, je pense. Alors après, effectivement, on parle de la tech américaine. La tech américaine, on a vu que le dégonflement immense de tout ce qui était
côté un peu spéculatif. Alors je ne parle même pas des sociétés qui n'avaient pas de profit, les Rivian, les Lucid et autres, qui sont à moins 80, moins 90. Mais même Tesla, oui, Tesla est à... Tesla, le Bitcoin, c'est à peu près pareil. C'est moins 62, moins 63%. Est-ce que c'est une opportunité ou pas ? Voilà, quand on regarde le multiple de Tesla et qu'on le compare à celui de BMW, on est de 1 à 8. Donc voilà. Donc deux fois les profits, Tesla est à 16. Alors effectivement. Après, ils ont délivré. Enfin, je veux dire, en termes de livraison de véhicules électriques, c'est quand même la boîte qui a délivré en 2022. Voilà. Si on pense que l'électricité va être disponible et pas chère, notamment en Europe, effectivement, on va acheter Tesla. Mais c'est pas effectivement ce qu'on nous dit. Donc après, peut-être qu'on nous dit pas ce qui est la vérité. Mais voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que si on pense qu'effectivement Tesla, les profits vont être révisés à la hausse, mais ça n'a pas été vraiment le cas sur les derniers trimestres. Peut-être qu'à cette fois, c'est intéressant. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être comparé de plus en plus, et c'est ce qui tire à la baisse. Alors peut-être d'une manière excessive, mais c'est ce qui peut tirer encore à la baisse techniquement le titre. On le compare à la moyenne du secteur. La moyenne du secteur, c'est 3, 4, 5 fois. Donc forcément... Et encore une fois, des acteurs comme BMW, parce qu'ils sont en Allemagne et que c'est la peur absolue qu'ils aient plus d'énergie, sont à 2 fois. Donc c'est pas une mauvaise société quand même, BMW. Sur le plan de l'investissement, Gustavo, alors comment vous résumez le positionnement ou la philosophie là, de début d'année chez Dorval? Je veux bien qu'on redise un mot de l'obligataire, parce que c'est vrai que vous l'évoquiez tout à l'heure. Pas besoin d'aller chercher de la duration ou d'aller très loin sur l'obligataire. On a déjà du cours... presque du monétaire, là, qui nous rémunère tranquillement pour attendre. Et qui n'est pas loin de couvrir l'anticipation d'inflation qu'on peut avoir pour la fin d'année, par exemple. Oui, tout à fait. Enfin, si oui, c'est la raison. Alors moi, j'étais même pas ce serait même encore mieux. Voilà, si je fais 3% sur le monétaire et qu'il n'y a que 2% d'inflation, mes clients vont dire fantastique, vous n'avez pas pris de risque, vous avez fait quand même 1% au-dessus de l'inflation. Pas besoin de faire autre chose. Fantastique. Alors on fait quand même autre chose. Mais ce qui est vrai, c'est que on ne réalise pas encore parce qu'on s'est habitué. Encore une fois, notre cerveau s'habitue à ce qu'on a observé dans le passé. Mais enfin, le fait que dorénavant, et ça sera encore plus vrai dans les prochains mois, le monétaire, même en zone euro, va quand même payer des rendements tout à fait honorables, autour des 3% assez rapidement, selon nous. Ça change complètement la donne, une construction de portefeuille. Surtout dans les fonds les plus patrimoniaux, comme ceux que je peux gérer chez Dorval Asset Management. Donc là, tout d'un coup, effectivement, ça change la donne. On a des poches très importantes en monétaire que on roll régulièrement. Et acheter des taux longs, non, je vois pas très bien l'intérêt d'acheter des taux longs dans cet environnement, sauf si on s'attend à un crash vraiment de l'économie, ce qui est possible, mais c'est pas notre scénario. Et en attendant, je vois pas vraiment l'intérêt de prendre ce risque, sur du monétaire. Et si j'étais américain, ça sera encore plus facile. Oui, on a. C'est quoi, 4,75 un an, le T-Bills, un an, novembre 2023, c'est 4,75 pour un investisseur en dollars. Bah oui, évidemment. C'est facile. Bon. Alors on ne peut pas le faire en Europe, parce que parfois on m'a dit, M. Einstein a acheté des T-Bills américains. Je dis, oui, mais ça vient avec le dollar, ça. Couvrez-le. Oui, alors si je couvre le dollar, il ne vous reste pas grand-chose. Il vous reste grosso modo les taux européens. Oui, c'est ça, on peut le faire en Europe. Il y a parité taux d'intérêt quand même, une certaine logique. Donc il n'y a pas... Non, on ne peut pas gagner grand-chose là-dessus. Mais déjà, sur les taux européens, c'est tout à fait raisonnable. Et puis, à côté de ça, on préfère encore faire des actions effectivement internationales, jouer la diversification internationale le plus possible. Alors on ne se pose pas vraiment la question croissance-value chez nous, en tout cas pas de cette manière-là. Nous avons un univers équipondéré, ce qui fait que naturellement, on est plutôt sous-pondéré en valeurs de croissance qui sont des méga caps américaines. Et on en a, enfin, j'ai autant d'Apple que de BNP, quoi. Donc, vous voyez, ça fait un mélange, voilà. Mais on se pose pas forcément la question, est-ce que je veux plus ça que ça? C'est juste équipondéré. Et donc un univers beaucoup plus large et diversifié d'actions internationales. Voilà. Donc monétaire, actions internationales, et on commence l'année bien investie, même si notre idée c'est que si c'est une bonne année, c'est une bonne année plutôt au début de l'année, parce qu'en fait, on en a discuté tout à l'heure, je pense que c'est aussi intéressant à avoir en tête, c'est que le scénario négatif, c'est pas la récession. La récession, il y a un côté assez positif en réalité, parce que la récession, on redémarre, ça repart, et hop, on a de la visibilité devant nous. Et ça aide la désinflation. Là, définitivement, 2%. C'était une pièce maîtresse du plan, de la stratégie des inflationnistes. C'est une vraie stagflation aux États-Unis. Ouais. Et la raison pour laquelle on ne croit pas à ça, c'est qu'on ne croit pas à ce fonctionnement des entreprises américaines. Si les entreprises américaines sentent que vraiment la demande n'est plus là, elles vont licencier massivement. Et là, les prix s'effondrent, direct. Les salaires, c'est fini tout ça. Vous dites que l'idée stagflationniste ne peut pas être une idée finalement éternelle, entre guillemets. Pas aux États-Unis. Ouais. Enfin, pas aux États-Unis. Alors, des années 70, je ne dis pas.
avec des indexations et tout ce que vous voulez. Et la Great Society. Mais on n'y est pas du tout. C'est pas du tout les États-Unis que j'observe. Ce que j'observe, c'est au moindre frémissement, ça va licencier. La tech, c'est déjà l'exemple, ça licencie déjà. Et vous voyez, c'est... Elles vont vite retrouver ce genre de réflexe, vous pensez? Mieux semble. Donc, j'ai d'autres là, ce qui fait que de tous les scénarios, la stagflation, ça ne nous semble pas le plus probable. Par contre, juste pour terminer, la résilience, le fait que l'économie réaccélère à un moment, ça, c'est possible. Surtout si la désinflation est rapide, la croissance va réaccélérer. Et là, que fait la Fed, que font les taux? En tout cas, pour l'instant, la situation fondamentale du marché du travail, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres pour satisfaire la demande de travail, à commencer sur ce marché américain. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rollin, Pictet Asset Management, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Bertrand Puif, Fidelity étaient nos invités en plateau.